En 1874, un biologiste allemand, Ernst Haeckel, publia un livre dont les dessins ont fait le tour du monde et ont constitué pendant longtemps un des arguments majeurs de la théorie de l'évolution. Il croyait que l'ontogénèse résumait la phylogénèse, c'est-à-dire que le développement de l'embryon retraçait l'histoire évolutive de son espèce. Pour lui, le stade phylotypique, les premières étapes du développement, montrait une étape commune à toutes les espèces et prouvait donc qu'elles avaient toutes un ancêtre commun. Darwin y a vu une confirmation de sa théorie et a même déclaré « Selon moi, l'embryologie est de loin la classe de faits le plus en faveur d'un changement des formes ». Pourtant, les scientifiques ont dû reconnaître que ces fameux dessins étaient des faux, des approximations grossières. Le professeur Richardson déclarait en 1997 « C'est un des pires cas de fraude scientifique, ça me met en colère. Il a pris un embryon humain et il l'a copié en prétendant que la salamandre et le porc et tous les autres se ressemblaient au même stade de développement. Ils ne se ressemblent pas, ce sont des faux. » Aujourd'hui, les chercheurs savent évidemment que ces dessins sont erronés, mais l'idée que les premiers stades de l'embryon retracent les phases de l'évolution continue à être acceptée. Si ce concept était vrai, ne devrait-il pas y avoir ressemblance dans la taille, les formes, le développement des masses cellulaires et le mouvement des cellules lors de la gastrulation? Or, ce n'est pas le cas. Les grenouilles, les poules et les souris sont radicalement différentes dans des caractéristiques fondamentales telles que la taille de l'œuf, les mécanismes de fertilisation, les modes de division et les mouvements de gastrulation. L'argument de l'homologie s'appuie sur le fait que l'anatomie de certaines structures de mammifères sont semblables. Par exemple, le bras humain et la nageoire de la baleine sont formés de 30 os et 17 articulations, tout comme la patte du chien ou du cheval. Et c'est le cas pour d'autres structures qui présentent clairement un modèle semblable, d'où la déduction qu'ils doivent forcément avoir un ancêtre commun. Mais les avancées de la biologie moléculaire et de la génétique ont totalement contredit cette théorie. Si ces structures homologues provenaient d'un ancêtre commun, elles devraient se développer à partir d'un même groupe de gènes. Or, la génétique moléculaire montre que ce n'est absolument pas le cas. Ces structures proviennent de gènes différents et ne démontrent donc aucune filiation avec un supposé ancêtre commun. De plus, elles se développent de façon radicalement différente. Par exemple, le tube digestif se forme chez les requins et la grenouille à partir de deux zones très différentes de la cavité intestinale embryonnaire. Et pour les oiseaux et les reptiles, c'est encore différent, puisqu'ils se forment à partir de la strate inférieure et du disque embryonnaire. Et avec les membres antérieurs des vertébrés, c'est encore le même constat, puisqu'ils se forment eux aussi à partir de segments très différents de l'embryon. L'exemple du rein, autre organe homologue, ne fait que confirmer le fait. Alors qu'ils se forment chez les poissons et les amphibiens à partir du mésonéphros, un organe de l'embryon, chez les reptiles et les mammifères, ce mésonéphros dégénère complètement et le rein se forme à partir d'un tout autre tissu. Tout cela contredit le modèle évolutionniste. Et quant à la structure à 5 doigts des vertébrés, le fameux modèle pentadactyle, il pose encore un problème supplémentaire puisque les membres antérieurs et postérieurs suivent bien un même modèle, mais ne peuvent pourtant provenir ni de l'un ni de l'autre, ni même de deux membres ancestraux supposés. En effet, il faudrait alors supposer qu'ils aient évolué indépendamment, l'un à partir de la nageoire pectorale d'un poisson et l'autre à partir de sa nageoire pelvienne, et qu'ils aient abouti exactement au même schéma des millions d'années plus tard. Et question supplémentaire éminemment gênante, pourquoi l'évolution, qui est supposée avoir adapté chaque organe, chaque structure, pourquoi aurait-elle conservé cette structure sans la faire disparaître ou la modifier pour des organes aussi différents qu'une nageoire de poisson ou une patte de chien? Et de plus, sans apporter aucune différence de structure entre les pattes antérieures et postérieures. Ne serait-ce pas plutôt un argument contre l'évolution puisque ces structures ont perduré sans jamais varier ni s'adapter au cours des âges? Ce qui est clair, c'est que les deux arguments basés sur l'étude de l'embryon et sur l'homologie sont aujourd'hui totalement remis en question. Et vu qu'ils constituent deux fondements de la théorie de l'évolution, n'est-il pas temps d'oser en tirer les conséquences? Il est tout de même difficile de croire que tous ces biologistes, zoologistes et autres savants puissent se tromper. Après tout, ils ont été formés dans les meilleures universités. Peut-être que le professeur Maciej Gertych de l'Académie des sciences de Pologne, appartenant à l'Institut de dendrologie et enseignant la génétique des populations à l'université de Torun, pourra nous éclairer. Un vrai savant tire ses conclusions de l'observation et des données expérimentales. Les scientifiques étudiant la génétique, la cytologie, l'anatomie et d'autres domaines des sciences expérimentales sont sûrs et dignes de foi, quoi qu'ils pensent par ailleurs de l'évolution.
C'est la démarche de la science, mais il faut se méfier dès que quelqu'un se proclame expert en évolution. Pourquoi dites-vous cela? Parce que l'évolution n'est pas une science, mais une philosophie. Les savants se fient les uns aux autres, aussi acceptent-ils souvent ce que déclarent les évolutionnistes, à savoir que l'évolution est une science. Mais ce n'est pas vrai. Que la théorie de l'évolution soit une science n'est qu'une opinion de certains théoriciens de la biologie ou philosophes. N'y a-t-il aucune preuve scientifique à l'appui de l'évolution? Ce qu'on prétend être une preuve de l'évolution est le fait indéniable que tout organisme a des parents, au moins un parent. Quand on applique cette vérité à l'époque où n'existaient ni fourmis, ni grenouilles, ni hommes, cela conduit au postulat non scientifique que la première fourmi provient d'une non-fourmi, la première grenouille d'une non-grenouille, le premier homme d'un non-homme, et ainsi de suite. Pourquoi dites-vous que cela n'est pas scientifique? Parce que les données que nous possédons ne le prouvent pas. La science génétique établit clairement qu'un tel changement n'est pas possible. Les évolutionnistes vont encore plus loin. Ils déclarent que des êtres vivants proviennent de matière non vivante. Mais s'il n'existe aucune observation à la base de ce que déclarent les évolutionnistes, comment peuvent-ils convaincre tant de savants que l'évolution serait un fait scientifique? Leur principal argument est que de petites mutations positives ou bénéfiques s'opèrent dans les cellules de la reproduction et sont ensuite conservées par sélection naturelle. Ils soutiennent que ces mutations s'additionnent et amènent une espèce à évoluer graduellement vers une autre espèce. Non, je suis généticien et je puis confirmer qu'au cours de toutes les recherches de tous les laboratoires du monde où l'on a produit des générations et des générations d'organismes vivants, jamais, nulle part, aucune mutation positive n'a été observée. Et dans la population qui a été la plus étudiée, celle des hommes, toutes les mutations connues sont soit neutres, soit négatives. Elles n'ont jamais amené d'amélioration. D'ailleurs, la nature est programmée de façon à protéger l'altération des gènes et à corriger les erreurs qui se produiraient. Mais si les mutations ne sont pas à la base des changements, qu'est-ce qui cause les différentes variétés d'animaux et les différents types d'hommes? Les variétés proviennent des combinaisons, du mélange des gènes pendant la reproduction sexuelle. Les organismes adaptés à des conditions précises se concentreront dans un environnement qui offre ces conditions-là. En se croisant entre eux, ils formeront un groupe qui deviendra une variété. En outre, si accidentellement un groupe se trouve isolé, des traits particuliers y apparaissent et lui donnent un aspect distinct. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Mais ces variétés ne représentent-elles pas une certaine forme d'évolution? Beaucoup de gens soutiennent que par ce processus, de nouveaux types biologiques vont apparaître. Mais ce n'est pas vrai. Tout ce qui se produit, c'est que quelques gènes ont été enlevés à la population globale et la population obtenue s'en trouve appauvrie. Son contenu génétique est amoindri. De plus, s'il n'y a pas de nouveaux gènes, il n'y a pas de potentiel pour de nouveaux organes ou de nouveaux organismes. On obtient seulement une variété différente d'une même espèce. Ce procédé est utilisé aujourd'hui dans l'élevage. Par sélection et isolation, on obtient de nouvelles variétés d'animaux et de plantes, par exemple des chevaux, des vaches, des chiens, des céréales, etc. On sélectionne ce qui est utile à l'homme ou qui présente telles qualités qui ont un intérêt particulier pour nous. Mais ces populations sont des groupes restreints, très dépendants des conditions extérieures que l'homme leur réservera. Si l'on ne s'en occupe plus, ou elles mourront,
Ou si elles survivent, elles retourneront à l'état sauvage, en cessant d'être une variété distincte. They will return to the wild state. They will cease to be a separate variety. Alors, si les formes de la vie sont plus résistantes à l'état naturel, un changement qui se produirait dans la nature, aurait-il une bonne chance de durer? Just mixing those genes. Le simple mélange de gènes dans des conditions naturelles ou artificielles ne produit pas de nouveaux gènes. For evolution, Pour qu'il y ait évolution, il faudrait de nouveaux gènes chargés d'informations génétiques. no natural process known to La science science ne connaît aucun processus naturel qui produise de nouveaux gènes, que ce soit par isolation, par sélection, mutation ou croisement. or breeding. This is not possible. Cela est impossible. Pourquoi alors apprend-on aux enfants qu'une espèce peut évoluer en une autre? But I think it is because Je crois que c'est parce que les évolutionnistes ne veulent pas accepter l'idée que les gènes contiennent autant d'informations utiles, c'est-à-dire assez pour chaque fonction précise que doit remplir chaque organe. it's C'est essentially seulement that, depuis que nous savons lire le code génétique que nous connaissons la quantité d'informations contenues dans ces gènes. information contained in the genes. There's no La science no ne way sait pas comment cette information pourrait apparaître spontanément. spontaneously. It requires Cela nécessite l'intervention d'une intelligence et ne peut arriver par hasard. just mixing Mélanger simplement des lettres ne crée jamais de poésie. The science of molecular biology La biologie moléculaire montre clairement que jamais dans le passé il n'a pu exister d'organisme simple. all organisms Tous les organismes vivants, aussi primitifs qu'ils paraissent, sont complexes en réalité et regorgent d'informations, and we know lesquelles that ont dû être là dès le début. at the very beginning. For example, Par exemple, le système redoublé dans la protéine très complexe ADN-ARN de la cellule doit avoir été parfait dès le début. Sinon, les systèmes vivants ne pourraient exister. could not La seule explication logique est que cette grande quantité d'informations provient d'une intelligence. came from intelligence. Every Chaque bacterium, every bactérie, microscopic chaque cellule microscopique est programmée avec tant de précision que nous devons supposer que l'information qu'elle contient doit venir d'une intelligence bien supérieure à la nôtre. The evolutionists Les évolutionnistes ne veulent pas accepter ce fait si évident. Aussi produisent-ils des théories qui n'ont pas de valeur scientifique, because car elles n'expliquent pas comment la nouvelle information génétique serait produite. Il est curieux que les livres d'école et ceux d'histoire naturelle continuent d'affirmer que les savants acceptent l'évolution comme un fait scientifique. Le programme que nous venons de voir montre des savants qui s'opposent absolument à cette idée. Ils refusent même à l'évolution la qualité d'hypothèse scientifique. L'idée d'une évolution graduelle des hommes à partir de créatures telles que les singes australopithèques n'a aucun fondement et doit être rejetée. La complexité se trouve au commencement. creature Pour le généticien, c'est une preuve indéniable que l'évolution biochimique n'a jamais eu lieu. by genetic data at all. Donc la théorie de l'évolution n'a aucun fondement dans la géologie. De nombreux processus naturels indiquent pour la Terre un âge relativement jeune. L'évolution n'est pas une science, c'est une philosophie. Nombre de savants arrivent à la même conclusion. Ils déclarent que si on continue à croire à la théorie de l'évolution, malgré l'évidence incontestable qui s'y oppose, c'est bien pour une raison philosophique et non scientifique. and not for scientific ones. La récente découverte qui montre que les strates dans les roches se forment latéralement est d'une importance capitale. Enormously important. On ne peut plus ranger les espèces fossiles en grades évolutifs. Into evolutionary trees. It also Cela explique pourquoi on n'a jamais découvert de lien fossile entre les différents types d'animaux ou de plantes. different kinds of plants have never been found. Finally, Et les what hommes des about- cavernes, ne seraient-ils pas la preuve que des hommes primitifs ont évolué en hommes civilisés?
Voici encore une légende basée sur la théorie de l'évolution et sur la position des fossiles dans les roches. Nous savons actuellement qu'on ne peut déterminer l'âge de la Terre à partir des roches sédimentaires, dont la plupart auraient pu être formées par une seule catastrophe aquatique. Les restes fossilisés de ces hommes proviendraient donc de groupes de gens vivant avant cette inondation, coupés du reste de la civilisation. De nos jours également, on découvre de petits groupes d'hommes vivant complètement à part, de façon primitive, très semblables à ces hommes primitifs. D'ailleurs, si la grande majorité des roches sédimentaires ont été formées par le même cataclysme, il n'y a aucune raison de mesurer la vie terrestre en millions d'années plutôt qu'en milliers d'années. Les personnalités scientifiques qui ont été présentées dans ce film ne sont que quelques-unes parmi les milliers qui sont arrivées à la même conclusion. La théorie de l'évolution n'est qu'un conte de fées pour des adultes. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui à ce commentaire médiatique avec une histoire incroyable en direct devant la prison de Ham. Melita vit avec ses parents à Meschede. Elle a 7 frères et sœurs et fréquente la 4e classe de l'école primaire à Eslohe-Reist en Allemagne. Les enseignants de cette école l'ont toujours félicitée pour son comportement positif étonnant. Mais lorsque l'éducation sexuelle a été introduite à son école primaire, Melita quitte la salle de classe parce qu'elle ne se sent pas à l'aise avec ce sujet. Son comportement est tout à fait compréhensible, comme le montrent d'ailleurs les derniers incidents de Borken en Allemagne, où le 27 juin 2013, 8 élèves de la 6e classe se sont effondrés quand on leur a montré des photos et des images d'organes sexuels. Après une conversation avec la direction de l'école, Melita a finalement été tirée violemment de la salle de classe par la directrice et une autre enseignante. Mais à cause de sa résistance, elle a dû purger sa peine dans la salle des professeurs pour le reste de l'heure. Compte tenu du fait que les écoles allemandes proposent des cours alternatifs pour les enfants sans confession religieuse et que de nombreuses écoles proposent même des cours islamiques pour des élèves musulmans, tout cela au nom de la tolérance. Cette démarche intolérante ordonnée par la loi n'est pas compréhensible. Pire encore, puisque le cours passé dans la salle des professeurs et une autre séance d'éducation sexuelle ont été rapportés comme des absences à l'administration scolaire, l'appareil des instances officielles s'est mis en mouvement. Après une amende pénale suivie d'un refus de paiement de la part des parents de Melita, entraînant une accusation devant le tribunal, puis la visite de l'huissier de justice, et puis l'affaire est transmise au tribunal régional supérieur, où les parents n'étaient plus autorisés à se défendre eux-mêmes. Après une dernière demande de paiement, Eugène M., le père de Melita, a finalement été informé que lui et sa femme Louise sont condamnés à une peine de prison d'1 jour. Et ils ont été priés de prendre contact volontairement avec le tribunal responsable. Comme Eugène M. était convaincu de son innocence, il a refusé de s'y plier et il a donc été emmené par des agents pénitentiaires et finalement emprisonné. Sa femme, Louise, enceinte, a fait l'objet de la même sentence. Il reste à voir comment les autorités procéderont à son égard à cause de sa grossesse. À présent, nous voilà, mesdames et messieurs, en attente devant la prison. Non pas pour accueillir un meurtrier ou un violeur, mais Eugène M., un père de famille, qui est préoccupé par le bien-être de ses enfants et qui a accepté même d'aller en prison pour cela. Malheureusement, nous ne parlons pas d'un cas particulier, car dans le passé récent, plusieurs parents qui voulaient protéger leurs enfants de ces cours ont déjà été emprisonnés. Déjà, en 2010, l'édition COP a rapporté plusieurs cas où les pères et les mères ont été emprisonnés pendant des semaines parce qu'ils n'ont pas envoyé leurs enfants aux cours d'éducation sexuelle. Dans les masses médias, on n'a pratiquement rien entendu au sujet de ces cas choquants, ce qui doit d'autant plus nous obliger à dévoiler au public ces situations désastreuses. Si nous ne cessons pas de cataloguer comme immatures des parents inquiets, et si nous leur enlevons tout pouvoir de décision sur leurs enfants, alors nous ne devrons pas être surpris que le taux de natalité continue à baisser rapidement et que les familles nombreuses qui forment les piliers d'un pays sain quitteront notre pays. Ce serait notre perte totale. Nous espérons maintenant que Eugène M., après sa mise en liberté, voudra bien répondre à quelques questions. Wir brauchen Liebe und kein Sex. Wir brauchen
Vous avez participé à cette manifestation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du jugement? Eh bien, je trouve quand même intéressant qu'un père soit condamné parce qu'il sort son enfant d'un cours où on travaille avec du matériel pornographique. Par ailleurs, il existe des lois qui protègent les enfants s'ils entrent en contact avec du matériel pornographique. C'est répréhensible. Et maintenant, ce père protège son enfant contre cela et il atterrit en prison. C'est absurde. J'aimerais bien savoir ce qui fait de telles choses. Je veux savoir quel juge prononce de tels jugements. Je voudrais savoir qui c'est ce juge, qu'est-ce qu'il fait lui, hein? Qu'est-ce qu'il cherche là? Parce que quelque chose n'est pas juste dans ce système. Voilà la raison pour laquelle je suis ici. Oui, je veux montrer ma solidarité aux parents parce que je sais, j'ai parlé avec beaucoup d'enfants, que les enfants souffrent beaucoup, avant tout les enfants de l'école primaire. Ces cours sexuels pornographiques, c'est-à-dire les cours d'éducation sexuelle, on ne peut pas l'appeler autrement. J'ai aussi vu ce matériel, ce sont des enseignements porno. Et les enfants souffrent et ils sont dépassés par cela. Et ils n'osent pas s'exprimer par rapport à cela dans la classe. Ils y sont forcés. Une fillette m'a dit « Tout est si terrible ». Et on pouvait le lire sur son visage. Et elle a dit « Et le pire, c'est que nous devons apprendre par cœur toutes ces choses terribles ». Et les enfants n'osent rien dire sous cette pression, la plupart. Et beaucoup n'osent pas en parler à la maison. Et à un certain moment, les parents remarquent, s'ils sont attentifs, que leurs enfants ont changé. National prévoit 3 séances annuelles dès l'école primaire. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord. Comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures. Toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir.
marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa vie. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?